Il danse sur sa musique. Il est content de nous retrouver. J'aime Salut, ça. Pierre-Yves. Hey, une semaine de congé, j'étais désarçonné. Nous, on était là quand même à partir de mardi. Oui. Et vous étiez à la radio lundi quand même. Tout à fait. Bon, vous revenez ce matin sur une chronique qui a été publiée par Marie-Ève Fournier en fin de semaine. À partir de quand on est riche? Vous voulez remettre ça un peu en perspective ce matin, Pierre-Yves? Je vais montrer le tableau, c'est parce que c'est pas à partir de quand on est riche, mais on nous montrait la façon dont on était aisé au Québec. En nous disant, regardez, là, ça, ce sont les déciles des ménages. Votre ménage, ça veut dire, ça peut être 2 personnes dans un foyer. Donc, les déciles des ménages dans lesquels vous vous trouvez en fonction de vos revenus bruts. Donc, par exemple, si vous êtes 2 revenus de 76 000, 77 000 au Québec, bien, on vous dirait, vous êtes à peu près dans le 9e décile. Donc, vous seriez dans le 9e groupe le plus riche sur 10 si on divise les 3,8 millions de ménages au Québec. Et c'est quand même surprenant. Parce que quand vous regardez ça, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec 75-76 000 un couple chacun, on peut se déclarer riche? Bien, il y a des bémols à apporter là-dedans parce que ce sont les revenus bruts. Mais qu'est-ce qui est inclus dans les revenus bruts? Donc, c'est la méthodologie que vous questionnez un peu, Pierre. Bien, je questionne sur le fait que c'est incomplet, puis je comprends l'exercice de vouloir dire quels sont les revenus bruts. Donc, elle nous a dit, par exemple, les revenus de salaire, les revenus de placement, les revenus de RRQ, les revenus de pension alimentaire. Donc, on a tenté de prendre tous les revenus du particulier. Maintenant, disons que je suis taquin un petit peu, puis je vous dis, ces données-là sont sous-évaluées. Donc, si vous faites 200 000 de revenus familial, ne pensez pas que vous êtes dans le 9e ou le 10e décile nécessairement. Alors, voici des exemples. Par exemple, vous pouvez être très riche et vous verser un petit revenu. Vous pouvez vous dire, regardez, moi, là, j'ai 2 millions d'actifs dans une compagnie ou dans des placements, mais je n'ai pas de revenus personnels cette année. Par exemple, vous avez des actions dans une compagnie comme NVIDIA. Vous ne les avez jamais vendues. Mais si les actions ont pris 100 000 au cours des dernières années, ces revenus-là ne sont jamais dans vos revenus. Si vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur, puis que vous avez un Inc., ça veut dire qui? Ça peut être un médecin, ça peut être un comptable, ça peut être un magasin de détail, ça peut être une entreprise qui fait du B2B, business to business. Vous savez, le fameux entrepreneur qui vend des pistons d'ascenseur, qui est très sexy dans sa vie, mais qui est très ordinaire dans la vie collective qu'on connaît. Mais ce monsieur, cette madame-là, qui a une business très peu connue, laisse l'argent dans son Inc., investit dans son entreprise et se verse les revenus dont il ou elle a besoin. Et donc, si j'ai un tableau comme celui-là, puis que je me dis, j'ai 200 000 par année, je suis dans les plus riches du Québec, bien, il y a des bémols à apporter très, très importants. Donc, la richesse est un concept relatif, finalement. La richesse est un concept relatif, mais surtout, les revenus annuels ne sont pas une bonne mesure et sont toujours sous-évalués. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes un retraité, sa première mission, c'est quoi? C'est d'optimiser sa fiscalité. Sa deuxième mission, c'est d'être heureux. OK, donc... Dans cet ordre-là? Non, je taquinais un petit peu. Et donc, un retraité qui a 400-500 000 de REER, en couple, c'est pas peu commun au Québec d'avoir 400-500 000 de REER en couple et avoir une maison qui est payée de 400-500 000. Et donc, un couple de millionnaires comme ça va se dire, hey, est-ce qu'on va se payer 200 000 par année, vider notre REER en 2 ans? Ben non. On va se verser 32 000, on a besoin de ça. Donc, on va se retrouver dans le tableau ici, dans les déciles les plus pauvres, alors qu'on est peut-être multimillionnaire en actifs. Après ça, je peux vous parler de stratégie fiscale. Par exemple, si je suis une personne qui est incorporée, donc un entrepreneur, je peux décider de me verser un dividende en capital, qu'on appelle. C'est-à-dire que je prends les gains sur mes placements dans l'entreprise et je me verse juste la version non imposable pour me déclarer un type de dividende qui ne sera pas dans les calculs. Alors, quand on prend ces calculs-là comme citoyen, puis qu'on se dit « Hey, je suis pas pire », vous êtes en train de faire une erreur d'analyse. Par exemple, un autre point, si votre immeuble prend 10 millions de valeur, 1 million de valeur, 500 000 de valeur, est-ce que c'est comptabilisé là-dedans? Bien non, vous ne l'avez pas vendu. Si vous avez une police d'assurance-vie, donc vous êtes prestataire, est-ce que c'est là-dedans? Bien non, parce que l'assurance-vie n'est pas imposable au retrait. Si vous avez cumulé de la valeur dans une police d'assurance-vie qui est rachetable, c'est pas là-dedans non plus. Donc, non, il manque des données. Il manque un paquet de données. Et donc, si vous êtes un particulier, que vous regardez ça et vous êtes paniqué à l'idée de voir les chiffres parce que vous êtes en bas de la liste, vous devriez paniquer encore plus si ça vous stresse parce que vous êtes vraiment plus loin que la réalité. C'est très facile pour un médecin, par exemple. Je trouve un médecin parce que c'est un exemple facile, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Un médecin de dire, regardez, on a déclaré cette année, on a fait 552 000 de revenus. On a besoin de dépenser, je ne sais pas moi, 20 000 de frais administratifs. Il en reste encore plus d'un demi-million. On va payer l'impôt corporatif, mais on va se verser, entre guillemets, seulement 149 000. Mais si on se verse 149 000 dans le ménage, on n'est même pas dans les plus riches. Ben non. Mais pourtant, on est 2 fois plus élevé que le percentile écrit. Et donc, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que la richesse est un concept relatif et ces chiffres-là aussi ne tiennent pas compte de où vous vivez au Québec. Par exemple,
Je vis à Montréal. J'ai un revenu familial de 123 000. La richesse, c'est pas la même. Hein? On ne se sent pas dans la même richesse que quelqu'un qui vit dans une région plus éloignée avec une maison payée et un régime de retraite. Donc, ça ici, là, dites-vous que c'est une mesure sommaire demandée à l'Institut de la statistique du Québec en fonction des données officielles de revenus déclarés, mais tout ce qui est gain latent, tout ce qui est corporatif, tout ce qui est assurance-vie, tout ce qui est valeur d'actifs de maison, ce n'est pas là-dedans. Et donc, mesurer la richesse par des revenus annuels bruts, ce n'est pas une bonne idée. Donc, dire, faites-vous partie des revenus les plus aisés au Québec? Bien, c'est une vue de l'esprit. Ouais. Et je connais beaucoup de gens qui gagnent 200 000 par année de revenus familial puis qui n'arrivent pas à la fin du mois. Puis d'autres personnes qui ont hérité de 3 millions. Si j'hérite de 3 millions, et ce tableau-là, là, mon 3 millions est dans des CELI, des REER et des actifs qui sont corporatifs, je n'ai rien de personnel. Ouais. Et donc, vous voyez, ce que je suis en train de dire là, ça prend avec un grain de sel, finalement. Exactement. Donc, si vous voyez ça sur Facebook, vous partagez ça, puis vous dites, regardez, c'est la morale de Pierre-Yves aujourd'hui. Je suis pas dans le 7e percentile, comme je pense, ou le 8e ou le 9e. Ça dépend de combien vous versez, quelle est votre réalité financière. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Bonne réflexion. Bonne semaine. Eh oui, bonne Salut. semaine. À lundi. À lundi.